En moins de 3 ans, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été poussés dans un coin, puis ont retourné la pression. Paris a vu partir ses troupes, mais le retrait s'est mué en repositionnement. Un anneau de base, de coopération sécuritaire et de surveillance s'installe juste au-delà des frontières. Au cœur de cette séquence, Ibrahim Traoré devient un symbole, tandis que sanctions, gel d'avoirs et isolement diplomatique cherchent à rendre la souveraineté coûteuse. Si cette expérience tient, que restera-t-il du vieux système? Et jusqu'où la vague peut-elle aller? Ce qui se joue au Sahel n'est pas une simple querelle diplomatique ni une séquence militaire isolée. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre comment des décisions prises à Ouagadougou, Bamako et Niamey peuvent redessiner les règles de la souveraineté bien au-delà de la région. L'expérience en cours promet une chose précise, tester, en conditions réelles, si un État postcolonial peut rompre avec ses anciens garants sans s'effondrer sous la pression combinée sécuritaire, économique et politique. D'un côté, les juntes parient sur l'autonomie stratégique, la renégociation des ressources et de nouveaux partenaires. De l'autre, les puissances occidentales activent des leviers indirects, encerclement régional, sanctions, délégitimation, conçus pour rendre toute déviation trop coûteuse. La question centrale n'est donc pas morale, mais structurelle. Quel camp peut tenir plus longtemps sans céder? Une question demeure, et elle mérite d'être posée clairement. Si ce pari échoue ici, combien d'autres projets similaires seront étouffés avant même de naître? En 3 pays, moins de 4 ans ont suffi pour faire basculer un système vieux de plusieurs décennies. Entre 2020 et 2023, Mali, Burkina Faso et Niger ont expulsé les forces françaises, suspendu des accords clés et assumé un affrontement indirect avec leurs anciens garants. Ce basculement n'est pas né d'un événement unique, mais d'une accumulation. Pendant des années, la présence militaire occidentale a été présentée comme une réponse au terrorisme, alors même que l'insécurité progressait et que les États restaient dépendants de soutien extérieur. Les gouvernements successifs géraient l'urgence mais ne contrôlaient ni les leviers économiques ni les architectures de sécurité. Le contraste est devenu impossible à ignorer. Davantage de troupes, davantage d'aide, mais aussi davantage de fragilité. Dans ce contexte, les coups d'État n'ont pas seulement renversé des dirigeants, ils ont rompu un cadre. Les nouvelles autorités ont posé une question simple. Si le système ne produit ni sécurité ni prospérité, pourquoi s'y maintenir? La réponse a pris la forme de décisions opérationnelles, expulsion militaire, diversification des fournisseurs d'armes, révision des contrats miniers et affirmation d'un discours de souveraineté assumée. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré incarne cette rupture par une rhétorique directe et un rejet explicite de l'ordre hérité. Au Mali et au Niger, les trajectoires diffèrent, mais la logique converge. Réduire la dépendance, même au prix de l'isolement. Cette convergence explique la naissance de l'Alliance des États du Sahel, pensée comme un bouclier collectif face à une pression extérieure fragmentée mais persistante. Le décor se précise alors, un noyau sahélien qui se replie pour se renforcer, entouré de voisins accueillant des bases, des centres de renseignement et des partenariats sécuritaires occidentaux. La question ouverte au départ se referme ici. La rupture est engagée, mais le test commence seulement. Sur le terrain, la rupture abstraite se traduit par des gestes concrets et des visages identifiables. À Ouagadougou, des scènes symboliques marquent les premiers mois. Convois militaires étrangers escortés vers la sortie, drapeaux remplacés, discours publics recentrés sur l'autonomie et la dignité nationale. Ces images ne sont pas anecdotiques, elles servent de signal interne et externe, indiquant que la ligne politique a changé. Dans les quartiers populaires, comme dans les administrations, l'effet est immédiat, mais contrasté. Certains y voient un moment de reprise en main, une promesse de contrôle sur la sécurité et les ressources. D'autres redoutent les répercussions économiques, la raréfaction de l'aide et l'isolement diplomatique. Cette ambivalence structure les réactions quotidiennes. Espoir prudent d'un côté, inquiétude silencieuse de l'autre. Le rôle d'Ibrahim Traoré devient alors central comme figure de narration. Sa jeunesse, son style direct et ses références panafricaines servent de point d'ancrage à un récit de rupture générationnelle.
Il ne s'agit pas seulement de décisions militaires ou économiques, mais d'un changement de langage politique. La souveraineté n'est plus présentée comme un objectif lointain, mais comme une condition immédiate, même imparfaite. Dans le même temps, les premiers ajustements se font sentir. Les forces locales prennent davantage de responsabilités sécuritaires, tandis que l'État resserre son regard sur l'or artisanal et les circuits de revenus. Rien n'est stabilisé, mais la direction est lisible. Réduire les intermédiaires et tester des marges de manœuvre nouvelles, malgré les risques. En clair, ce que cela change, c'est ceci. La souveraineté cesse d'être théorique, elle devient quotidienne. Avant, la sécurité du Sahel était pensée depuis l'extérieur, structurée autour de missions étrangères et de priorités définies à Paris ou à Washington. Après, la séquence s'inverse, expulsion, rupture contractuelle et alliances alternatives redessinent l'agenda depuis Ouagadougou, Bamako et Niamey. Le déclencheur est progressif. Entre 2020 et 2023, les coups d'État successifs installent des régimes militaires cassants qui ne cherchent pas seulement à durer, mais à transformer les règles du jeu. Chaque décision s'inscrit dans une chaîne logique. D'abord, la fin de la coopération militaire française, présentée comme inefficace face à la montée du terrorisme. Ensuite, la recherche de nouveaux partenaires capables de fournir armes, formations et renseignements sans conditions politiques explicites. Enfin, la révision des cadres économiques hérités, en particulier dans les secteurs miniers stratégiques. Le point de bascule survient lorsque ces décisions, prises séparément, commencent à produire des effets cumulatifs. Les retraits militaires occidentaux ne laissent pas un vide, mais un repositionnement régional. Autour du noyau sahélien, des pays voisins renforcent leurs liens sécuritaires séki-armési avec la France et ses alliés. Des centres de formation apparaissent, des accords de renseignement s'élargissent et les capacités de surveillance transfrontalière se densifient. L'encerclement n'est pas frontal, il est périphérique et gradué. Face à cela, les autorités sahéliennes accélèrent. L'alliance des États du Sahel est formalisée pour mutualiser les ressources militaires, coordonner la sécurité des frontières et afficher une unité politique. Le message est double. À l'intérieur, il s'agit de montrer que l'isolement n'est pas subi, mais organisé collectivement. À l'extérieur, il s'agit de signaler que toute pression exercée sur un membre se répercutera sur l'ensemble. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré adopte une posture offensive dans le discours, reliant les décisions présentes à une histoire plus longue de dépendance et de résistance. Cette narration donne une cohérence aux actes posés, même lorsque leurs coûts immédiats deviennent visibles. Les sanctions évoquées, les aides suspendues et la reconnaissance diplomatique conditionnelle sont intégrées dans le récit comme des étapes attendues plutôt que comme des surprises. Les répliques ne tardent pas. Pression économique, isolement politique et mise en cause de la légitimité des régimes se combinent pour tester leur endurance. Pourtant, aucun retour en arrière n'est amorcé. Chaque camp ajuste ses leviers sans franchir le seuil d'une confrontation ouverte. La séquence est désormais enclenchée, activation, montée en tension, puis onde de choc régionale. Le conflit n'est pas déclaré, mais il structure déjà l'espace sahélien. Au point de départ, le cadre était stable depuis plus de 6 décennies. Présence militaire occidentale continue, aide au développement régulier et contrats miniers négociés sous des régimes favorables à Paris. Aujourd'hui, le tableau a changé. En moins de 4 ans, 3 États ont mis fin à ces dispositifs et déplacé leurs partenariats sécuritaires et économiques. Pour comprendre la rupture, un premier repère compte, le temps. Entre 2020 et 2023, Mali, Burkina Faso et Niger ont successivement expulsé les forces françaises, rompant avec un modèle présenté comme immuable. Cette accélération tranche avec la lenteur des réformes antérieures. En quelques mois, des décisions que l'on disait impossibles ont été prises, appliquées et assumées publiquement. Le rythme lui-même devient un signal de rupture. Un autre repère apparaît très nettement, l'architecture sécuritaire. Avant, la lutte contre le terrorisme reposait principalement sur des opérations étrangères. Après, les États sahéliens augmentent le recrutement, intensifient la formation locale et diversifient leurs fournisseurs d'équipements. Ce déplacement ne garantit pas une amélioration immédiate de la sécurité,
mais il modifie le centre de gravité. La responsabilité passe de partenaires extérieurs à des structures nationales et régionales. Enfin, un dernier repère touche directement aux ressources. Les ressources. Dans la région, l'or et l'uranium constituent des piliers économiques, mais leur exploitation bénéficiait surtout à des acteurs extérieurs. Au Niger, l'uranium alimente depuis des décennies des centrales étrangères, tandis que le pays reste parmi les plus pauvres du monde. Au Burkina Faso, l'or artisanal était dominé par des intermédiaires privés. Les nouvelles autorités placent ces secteurs sous une surveillance accrue, cherchant à capter une part plus importante des revenus pour les budgets nationaux. Le mouvement est graduel, mais il touche des flux financiers installés de longue date. Ces chiffres simples, décennies, années, pays, éclairent la dynamique sans la surcharger. Ils montrent une compression du temps politique et une redéfinition des priorités. Les effets restent partiels, mais mesurables dans leur direction. Les sanctions envisagées, les avoirs gelés et l'exclusion de certains mécanismes financiers internationaux constituent la contre-pression, pensée pour inverser cette trajectoire. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas qu'un symbole discursif. Elle sert de point de référence pour expliquer pourquoi accepter des coûts immédiats est présenté comme un investissement stratégique. La logique est de répéter, perdre à court terme pour gagner une marge de manœuvre à moyen terme. Le delta est donc clair. Avant, dépendance prolongée et résultats sécuritaires limités. Après, autonomie revendiquée, coûts élevés, mais contrôle accru des leviers. La question ouverte n'est plus celle du choix, déjà fait, mais de la capacité à soutenir cette trajectoire dans la durée. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent deux arguments solides qu'il faut examiner sans les caricaturer. D'abord, un argument revient souvent. Rompre avec les partenaires occidentaux affaiblirait la lutte contre le terrorisme. Selon cette lecture, les armées locales manquent encore de capacité, de renseignement et de coordination, et l'absence de forces étrangères expérimentées créerait des vides exploitables par des groupes armés. Le risque, disent-ils, n'est pas idéologique, mais opérationnel. Moins de soutien, plus d'insécurité. Ensuite, un second argument s'impose. L'isolement économique serait insoutenable. Les sanctions potentielles, la suspension de l'aide et la frilosité des investisseurs pourraient assécher les finances publiques. Dans des économies déjà fragiles, la perte d'accès aux mécanismes financiers internationaux et aux partenariats traditionnels risquerait de provoquer inflation, pénurie et mécontentement social. À long terme, cette pression interne pourrait forcer un retour pragmatique vers l'ancien ordre. Ces arguments reposent sur des précédents réels et ne peuvent être balayés d'un revers de main. Pourtant, la réponse sahélienne s'articule autour de données issues de l'expérience récente. Sur le plan sécuritaire, les autorités rappellent que la présence étrangère massive n'a pas empêché l'expansion du terrorisme sur plus d'une décennie. Le lien entre intervention extérieure et stabilisation n'a jamais été linéaire. Le pari actuel consiste à tester si une responsabilité pleinement assumée, même imparfaite, peut produire des résultats différents. Sur le plan économique, la dépendance est également mise en cause. Les flux d'aide et d'investissement n'ont pas empêché l'appauvrissement relatif de la région ni la sortie massive de richesses. Les nouveaux partenariats, notamment avec des acteurs non occidentaux, sont présentés non comme une solution miracle, mais comme une diversification destinée à réduire le risque systémique d'un seul pôle de dépendance. La ligne de fracture apparaît ici clairement. Les critiques supposent que le statu quo, malgré ses défauts, restait le moindre mal. Les autorités sahéliennes répondent que ce statu quo produisait déjà l'échec. Le désaccord porte moins sur les risques que sur l'acceptabilité de continuer un modèle jugé structurellement défavorable. Ce point marque un changement de lecture. Jusqu'ici, la pression extérieure semblait fermer toutes les issues. Pourtant, en observant les mouvements récents, une faille apparaît. L'encerclement fonctionne à condition que le noyau sahélien reste isolé et fragmenté. Or, ce n'est plus le cas. La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger transforme une vulnérabilité individuelle en capacité collective. Cette bascule n'annule pas les contraintes, mais elle en modifie l'effet.
Les accords de défense coordonnés, la surveillance partagée des frontières et la mutualisation de certaines capacités réduisent l'asymétrie initiale. L'objectif n'est pas de rivaliser avec les puissances extérieures, mais d'augmenter le coût de toute pression ciblée sur un seul État. Chaque levier actionné rencontre désormais une réponse régionale, même limitée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un dirigeant national, mais comme un nœud narratif reliant une stratégie plus large. Son discours insiste moins sur la confrontation directe que sur la durée. Tenir, absorber, ajuster. La souveraineté n'est pas décrite comme un événement spectaculaire, mais comme un processus d'usure contrôlée. Ce révélateur change la question centrale. Il ne s'agit plus seulement de savoir si la pression est forte, mais si elle est suffisante pour casser une dynamique régionale naissante. La réponse reste ouverte, mais le terrain n'est plus figé. À mi-parcours, le test n'est pas perdu. Il est redéfini. Les effets de cette trajectoire se lisent désormais à plusieurs niveaux, avec des conséquences concrètes pour des acteurs très différents. Pour les États, d'abord, la priorité est la tenue budgétaire et institutionnelle. La réduction de certaines aides extérieures et l'incertitude diplomatique compliquent la planification, mais elles obligent aussi à arbitrer plus clairement. Les gouvernements cherchent à conserver une marge de décision sur la sécurité et les ressources, quitte à accepter une période de tension prolongée. La coordination régionale devient ici un amortisseur, imparfait mais indispensable. Pour les entreprises, ensuite, le paysage change rapidement. Les sociétés liées aux anciens cadres contractuels voient leur position fragilisée, tandis que de nouveaux acteurs, souvent non occidentaux, explorent des opportunités dans l'énergie, les infrastructures et l'extraction. L'environnement reste risqué, mais il n'est plus figé. Les règles évoluent, et avec elles, les calculs de rentabilité et d'influence. Cette transition crée de l'incertitude, mais aussi des espaces de négociation inédits. Pour les populations, les effets sont plus ambivalents. À court terme, la pression économique peut se traduire par des hausses de prix, des pénuries ponctuelles ou des services publics sous tension. Dans le même temps, le discours de reprise de contrôle résonne fortement auprès de sociétés jeunes et politisées, lassées de promesses non tenues. L'adhésion n'est pas aveugle, mais elle repose sur une comparaison implicite. Ce qui existait avant n'apparaissait pas plus soutenable. À l'échelle continentale, enfin, le signal est scruté avec attention. D'autres gouvernements africains observent sans intervenir, évaluant les coûts et les bénéfices d'une telle rupture. Si le noyau sahélien parvient à stabiliser sa situation, même partiellement, il offre un précédent. S'il échoue, il conforte l'idée que la dépendance reste le moindre risque. Cette dimension d'exemple explique l'intensité des pressions exercées. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré sert de repère symbolique pour mesurer l'évolution de la séquence. Chaque succès ou difficulté est interprété comme un indicateur de viabilité du modèle. Les enjeux dépassent largement le Burkina Faso ou ses voisins immédiats. Ils touchent à la question centrale du moment. Jusqu'où un État peut-il aller pour redéfinir sa souveraineté sans s'exposer à un retour de bâton insurmontable? C'est sur ce terrain concret, plus que dans les discours, que se joue la suite. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent sans qu'aucune ne puisse être tenue pour acquise. Dans la trajectoire la plus probable, la tension actuelle se prolonge. La pression extérieure se maintient à un niveau élevé mais gérable, tandis que les États du Sahel consolident progressivement leurs dispositifs sécuritaires et leurs partenariats alternatifs. La croissance reste fragile, les finances publiques sous contrainte, mais l'Alliance des États du Sahel continue de fonctionner comme un mécanisme de coordination minimale. Rien ne s'effondre, rien ne se stabilise pleinement. La souveraineté avance par ajustements successifs. Dans une trajectoire plus favorable, plusieurs facteurs peuvent converger. Les nouvelles coopérations sécuritaires gagnent en efficacité, réduisant certaines menaces internes. Les renégociations de ressources commencent à produire des recettes plus visibles, offrant une marge budgétaire limitée mais réelle. Les investissements non occidentaux se traduisent par des infrastructures tangibles, améliorant la logistique et l'intégration régionale. Dans ce cas, la pression extérieure perd de son effet dissuasif, non par disparition, mais par saturation. Le message implicite serait clair, la rupture est coûteuse, mais viable.
dans une trajectoire plus préoccupante, la dynamique peut s'inverser. Les sanctions se durcissent, l'isolement diplomatique s'approfondit et les tensions sécuritaires internes s'aggravent. Les États peinent à financer leurs priorités, les mécontentements sociaux s'accumulent et la coordination régionale montre ses limites. Dans cette configuration, la pression périphérique atteint son objectif principal: fragmenter le noyau sahélien et forcer des compromis asymétriques. Le retour à certaines dépendances pourrait alors être présenté comme un moindre mal. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils partagent un point commun. Aucun ne ramène simplement au statu quo d'avant. Le choix initial a déplacé les possibles, même en cas d'échec partiel. La recommandation de lecture est donc prudente mais nette. Observez moins les déclarations et davantage les capacités à tenir dans la durée. C'est là que la question ouverte du début trouve son premier élément de réponse. Pour le spectateur, cette séquence n'est pas distante ni abstraite. Elle touche à des mécanismes familiers: dépendance, choix contraints et coût du changement. Que l'on soit citoyen d'un État africain, investisseur, membre d'une diaspora ou simple observateur, la dynamique sahélienne agit comme un miroir. Elle pose une question universelle. À quel moment le maintien d'un système défaillant devient-il plus risqué que sa remise en cause ? Pour un premier groupe, celui des citoyens, l'enseignement est immédiat. La souveraineté ne se décrète pas sans conséquence. Elle implique des périodes d'incertitude, des arbitrages budgétaires et une tolérance sociale à la contrainte. Observer le Sahel, c'est comprendre que la stabilité apparente peut masquer une fragilité plus profonde et que le changement, même chaotique, peut être perçu comme une reprise de contrôle. Pour un second groupe, les acteurs économiques, la leçon est différente. Les environnements réputés figés peuvent basculer rapidement lorsque les équilibres politiques se déplacent. Diversifier, anticiper et lire les signaux faibles devient crucial. Ce qui se joue ici rappelle que les règles d'hier ne garantissent pas les opportunités de demain. Enfin, pour les décideurs et analystes, l'intérêt est méthodologique. Le cas sahélien oblige à distinguer les intentions des capacités, les discours des trajectoires réelles. Il invite à suivre les chaînes causales plutôt que les prises de position publiques. Deux gestes simples s'imposent alors. Comparer systématiquement avant et après et observer les effets concrets plutôt que les annonces. C'est dans cette lecture patiente que le spectateur transforme l'information en compréhension durable. La stratégie sahélienne ne se résume pas à une posture de refus. Elle s'organise autour d'un enchaînement d'actions destinées à rendre la souveraineté praticable, même sous contrainte. La première étape concerne la sécurité. Les États misent sur la montée en puissance graduelle de leurs forces armées, la coordination régionale et le partage de renseignements au sein de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive de la dépendance extérieure. Ensuite, la question des ressources devient centrale. Les autorités cherchent à reprendre la main sur l'or, l'uranium et d'autres minerais stratégiques en révisant les cadres contractuels existants. Le principe est simple: augmenter la part des revenus captés localement, même si cela ralentit certains flux à court terme. La mesure du succès se fait moins en volumes immédiats qu'en capacité budgétaire accrue sur la durée. Puis viennent les dimensions économiques et logistiques. En renforçant les échanges régionaux, les États tentent de limiter leur vulnérabilité aux pressions périphériques. Routes, corridors commerciaux et chaînes d'approvisionnement internes deviennent des outils politiques autant qu'économiques. Chaque progrès réduit un point de levier extérieur. Après cela, la légitimité interne compte tout autant. Maintenir l'adhésion populaire exige des résultats visibles, même modestes, et une communication cohérente. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré joue un rôle clé en liant les sacrifices présents à une narration de long terme, orientée vers l'autonomie et la dignité nationale. Enfin, il faut pouvoir évaluer concrètement ce qui évolue, les autorités mesurent leurs avancées non par des promesses, mais par des indicateurs simples: capacité sécuritaire, recettes publiques, continuité des services essentiels.
Cette approche incrémentale définit une feuille de route imparfaite mais lisible pour tenir face à la pression. Le fil narratif revient aux scènes initiales observées à Ouagadougou. Les convois quittant le territoire, les discours sobres, les symboles remplacés. Ces images, reprises et commentées, ne sont plus seulement des marqueurs de rupture. Elles deviennent des repères temporels permettant de mesurer ce qui a changé et ce qui résiste encore. Avec le temps, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins dans l'instant que dans la durée. Son rôle n'est plus seulement celui d'un chef militaire ayant pris une décision radicale, mais celui d'un point de convergence pour des attentes contradictoires, sécurité immédiate, justice économique et reconnaissance internationale. Chaque pas en avant ou en arrière est interprété comme un signal adressé bien au-delà du Burkina Faso. Ce retour au motif initial éclaire l'essentiel. La souveraineté n'est pas un moment spectaculaire, mais une succession de choix ordinaires, répétés sous pression. Elle se construit dans la gestion des coûts, l'acceptation de compromis et la capacité à maintenir un cap lisible malgré l'incertitude. Et l'idée qui résume tout peut se dire ainsi. Tenir coûte cher, reculer coûte davantage. En refermant cette boucle, le récit ne promet ni succès garanti, ni échec inévitable. Il souligne une réalité plus exigeante, ce qui se joue ici s'inscrit dans un temps long, où la cohérence compte autant que la décision initiale. Au terme de ce parcours, le Sahel apparaît moins comme une exception que comme un révélateur. Il met en lumière des tensions longtemps contenues entre dépendance et autonomie, stabilité apparente et fragilité structurelle. Ce qui se joue dépasse les frontières nationales et interroge des choix collectifs faits depuis des décennies. Pour le spectateur, l'invitation n'est pas à prendre parti, mais à observer avec méthode. Regardez comment les pressions s'exercent, comment les réponses s'organisent et quels coûts sont assumés dans la durée. Comparer les discours aux effets réels, les promesses aux trajectoires mesurables, c'est dans cet écart que se niche la compréhension. Cette séquence pose aussi une question symbolique. Dans un monde de plus en plus multipolaire, les anciens cadres d'influence peuvent-ils encore produire de la stabilité ou sont-ils condamnés à être renégociés, parfois brutalement ? Le Sahel sert de laboratoire, non par choix mais par nécessité. La suite reste ouverte, elle dépendra moins des déclarations que de la capacité des acteurs à tenir dans le temps. Et vous, en observant cette expérience, quel signal pensez-vous qu'elle envoie aux autres régions confrontées au même dilemme ?